Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais aborder un thème qui me tenait à cœur puisque c'est une vidéo dont le contenu j'aurais aimé la voir quand j'étais plus jeune, quand j'étais dans cette recherche pour bien comprendre ce qui était en train de se réveiller en moi à l'époque où j'étais adolescente. Et pour moi, tout était très confus dans les différentes techniques énergétiques, les techniques de soins, même, on va dire, tout ce qui était domaine annexe, le pendule, la cartomancie, la lithothérapie, le spiritisme. À l'époque, le spiritisme, quand j'avais 15 ans, c'était encore quelque chose qui était pratiqué. Voilà, j'aurais vraiment aimé avoir un tour d'horizon, une sorte de précision, de clarté de vision et de compréhension de ces différents univers. Et aujourd'hui, je vais vraiment me concentrer sur l'univers de la pratique des soins énergétiques. Donc je ne vais pas parler dans cette vidéo de tout ce qui est thérapie énergétique avec des accessoires comme l'acupuncture, la lithothérapie, la magnétothérapie, des choses comme ça. Je vais vraiment me focaliser sur la pratique des soins énergétiques avec l'utilisation des mains. Puisque moi je considère que les mains sont un vecteur d'énergie et donc je vais vraiment me consacrer à ça. Ce qui m'avait interpellée à l'époque quand je faisais mes recherches pour comprendre ce qu'était cette énergie que je sentais en moi, ce qui m'avait interpellée c'était qu'en allant voir différents praticiens, que ce soit des énergéticiens, des magnétiseurs, d'un point de vue extérieur, tous avaient l'air de faire sensiblement la même chose, même si les passes pouvaient être différentes, les protocoles pouvaient être différents, mais sur le fond du fond, ils avaient tous l'air de faire la même chose, avec une énergie, on va dire, semblable, et on va dire une mécanicité semblable. Et j'ai découvert, au fil du temps, j'ai découvert que ce n'était pas du tout le cas. Et ce qui fait que moi ça m'avait profondément perturbée parce que tel magnétiseur m'avait dit c'est comme si c'est comme ça que je travaille, tel énergéticien m'avait dit voilà, il y a juste à mettre les mains, tu passes les mains au-dessus du corps, tu fais des passes, etc. Et l'énergie c'est cool, l'énergie passe. Quand j'ai fait du Reiki, il y a juste à canaliser et après on fait des passes. Mais oui, mais derrière tout ça, en fait, qu'est-ce qu'il en est vraiment? C'est-à-dire, quelle énergie est-ce qu'on met véritablement en action? Et qu'est-ce que ça va nous apporter? Est-ce qu'il y a des cas de figure où ça va au contraire nous desservir? Est-ce qu'il y a des pratiques clairement à éviter? Dans cette vidéo, ça va pas être pêle-mêle parce que j'ai quand même catégorisé ça donc en 4 groupes. Et au sein de chacun de ces groupes, je vais vous donner des détails, des explications, des exemples pour que vous y voyez un petit peu plus clair. Bien évidemment, je rappelle quelque chose d'essentiel, c'est-à-dire que je vous partage ce que je crois être juste. Donc s'il y a des choses avec lesquelles vous n'êtes pas du tout en accord, vous rejetez ces choses ou vous prenez le temps, vous prenez de la distance avec, vous les mettez de côté pour y revenir et y réfléchir plus tard. Voilà, c'est simplement à but informatif et de partage. Donc là-dessus, qu'on soit tous détendus par rapport à ça. Donc maintenant, on va voir ces 4 catégories au sein desquelles j'ai répertorié les différentes techniques de soins énergétiques. Le premier groupe, ça va être le groupe des capacités propres, c'est-à-dire des capacités qui vous appartiennent, qui sont liées à votre structure énergétique et humaine, qui vous sont propres. Le deuxième groupe, ça va parler des techniques de soins énergétiques par canalisation. Le troisième groupe, ce sera les techniques de soins énergétiques, on va dire par transfusion d'énergie vitale. Et là, je ferai simplement un résumé puisque j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Et le quatrième groupe, c'est un groupe un peu hybride parce que je vais parler du chamanisme, puisque le chamanisme, c'est à mi-chemin entre les capacités propres que l'on a et un travail entre guillemets de canalisation, mais on verra ça dans le détail. Donc je récapitule, le groupe des capacités propres, le groupe des canalisations, le groupe des transfusions d'énergie vitale et le groupe du chamanisme. Donc maintenant, je vais vous parler du premier groupe, de la première catégorie sur les soins énergétiques réalisés grâce à nos capacités propres. Qu'est-ce que j'entends par les capacités propres? J'entends que ce sont les capacités qui sont directement liées à votre structure énergétique. Il y a bien sûr votre système humain, mais là, je considère surtout la structure énergétique de l'être énergétique que vous êtes, de l'esprit que vous êtes. Dans cette structure énergétique et dans toute cette complexité de structure, on va s'intéresser à 3 choses. On va s'intéresser au soleil frontal,
donc le centre énergétique qui est là, qui est enfoncé dans le front. On va s'intéresser au subconscient et on va s'intéresser au centre chiromagnétique, au centre énergétique que l'on a dans les mains. Et je vais tout de suite parler bien de voyance. Et je vais revenir du coup sur le centre frontal et le subconscient. Les deux pour moi sont reliés et vous allez comprendre pourquoi. Les capacités liées au centre frontal sont les capacités qu'on va, on va dire, appeler de manière générale les capacités de voyance. Le soleil frontal, il faut le comprendre comme étant un centre qui vous permet de faire tout ou partie usage des capacités de votre subconscient. Votre subconscient, il est capable bien, de capter les ondes psychiques qui émanent des autres psychés, donc des autres cerveaux des personnes qui vous entourent. Le subconscient, il est aussi capable bien, de lire l'akasha, de lire ce qui émane de l'akasha, et donc de percevoir et de lire et de décoder bien, des événements qui sont en train de se créer et la teneur de ces événements, et aussi de voir les événements à venir sur une certaine, on va dire, temporalité. Et quand le soleil frontal a une certaine activation, a atteint un certain degré de développement, bien, le soleil frontal va pouvoir, dans une certaine mesure bien sûr, faire usage des capacités propres du subconscient. Et donc ça peut donner, par exemple, avoir des flashs, des visions, des intuitions, entendre des mots. Ça peut aussi donner de la clairaudience, même si après ça va être connecté directement à un petit module énergétique supplémentaire situé au niveau des oreilles. Mais en fait, tout ça va être relié directement d'abord au soleil frontal. Pourquoi je parle de voyance alors que je vais vous parler des soins énergétiques? Eh bien, parce qu'il faut savoir ceci. Un voyant a plus ou moins accès aux capacités de son subconscient, et une des choses que peut faire le subconscient, c'est d'émettre une énergie que l'on va appeler psychomagnétique, mais aussi on peut l'appeler psychosomatique. Et cette énergie de magnétisme qui vient de la psyché, qui vient du subconscient, donc cette énergie psychomagnétique, elle est capable bien, de traiter un certain nombre de problèmes au-dedans de la personne qui va recevoir cette énergie. Et cette énergie qui émane du voyant, qui émane du subconscient du voyant, cette énergie bien, est directement traitée, appelée par les centres et les champs magnétiques des mains. Vraiment, les mains, les centres dans les mains, c'est comme ça qu'il faut le comprendre, bien, ce sont des vecteurs d'énergie, ils sont vraiment capables de drainer, d'attirer, de capter à eux l'énergie qui circule bien, en quelques endroits de notre corps, mais pas l'énergie vitale, j'y reviendrai, je vous l'expliquerai, mais lorsque le subconscient du voyant génère de l'énergie, il est en train de rayonner de l'énergie. Donc on n'est pas en train de puiser dans l'énergie du cerveau, dans l'énergie du subconscient, c'est le subconscient qui rayonne de l'énergie. Donc là, c'est différent. Et c'est cette énergie rayonnée que les mains, donc sous-entendu les centres et les champs chiromagnétiques des mains, bien, vont capter, drainer et dispenser à la personne qui reçoit le soin. Et cette énergie psychosomatique émise par le subconscient est capable de régler, bien, par exemple, les troubles psychosomatiques. Vous savez, ces fameux symptômes ou malaises que l'on a, alors que si on passe des radios ou si on passe des bilans sanguins, rien n'apparaît aux examens, et c'est de l'ordre d'une interférence énergétique, psychique, émotionnelle, des choses comme ça. Et donc l'énergie émise par le subconscient du voyant va pouvoir traiter des problèmes d'ordre psychosomatique. Donc que ce soit des problèmes même des fois d'algodystrophie ou des problèmes de trauma émotionnel liés au passé. Ça va vraiment venir agir là-dessus, et ça va aussi venir agir dans le champ psychologique de la personne. Donc c'est une énergie qui n'est pas tant faite pour soigner des maux d'origine purement physique, purement mécanique et biologique. C'est une énergie qui est faite pour soigner, on pourrait dire pour soigner l'âme de la personne. L'âme, pour vous en dire juste quelques mots, si vous considérez que vous êtes un esprit, bien l'esprit que vous êtes, pour venir jusque dans cette incarnation, a besoin d'une sorte de véhicule intermédiaire, avec toute une structure énergétique bien entendu, et ce véhicule intermédiaire, c'est ce que j'appelle l'âme.
Et cette âme, elle a une durée de vie extrêmement longue. Et avec cette même âme, l'esprit que vous êtes, eh bien, va vivre tout un tas d'incarnations. Et cette âme-là, elle va porter en elle, eh bien, les traumas de telle incarnation, les blessures de telle autre, etc., les conditionnements de telle autre incarnation, etc. Ce qui fait qu'on peut se retrouver avec une âme, eh bien, blessée, alourdie, amputée, etc. Et cette énergie psychosomatique du voyant va pouvoir aider eh bien, à soigner quelques maux de l'âme qui se répercutent aussi au niveau du corps de la personne et de sa psyché humaine, de sa conscience humaine. Voilà pour ce descriptif, et sachez que du coup on a des voyants qui dispensent cette énergie psychomagnétique et qui en plus ont des capacités, des véritables capacités de magnétisme. Quand je dis véritable, c'est juste pour faire la distinction que d'une part, il y a l'énergie psychomagnétique qui émane du subconscient du voyant, et d'autre part que ce même voyant a aussi un certain degré de développement de ses centres et de ses champs chiromagnétiques. Et j'en viens du coup tout naturellement à l'autre capacité propre que, eh bien, tout à chacun on peut développer. Hein. Vous êtes un esprit et vous êtes fait comme tous les autres esprits, c'est-à-dire vous avez une psyché énergétique qui a aussi ce soleil frontal, qui a un subconscient, et dans votre structure énergétique d'esprit, vous avez aussi ces fameux centres et champs chiromagnétiques. Donc l'autre capacité propre, eh bien entendu, c'est le magnétisme, et je vous en ai tellement parlé que je vais juste faire un résumé. Et donc ces centres énergétiques et ces champs sont capables, lorsqu'on apprend à les mettre en tension, sont capables de rayonner une sorte de lumière magnétique et des ondes magnétiques. Et c'est ça que j'appelle le magnétisme. Et ça s'écoule, du coup, c'est même pas que ça s'écoule, c'est que ça se rayonne directement des mains. Et lorsqu'on oriente les mains ou qu'on pose les mains vers la personne que l'on souhaite aider, eh bien notre magnétisme va agir dans une certaine mesure, et ce sera à la mesure eh bien, du degré de développement de ces centres et de ces champs chiromagnétiques. Donc voilà déjà pour cette première catégorie, c'est-à-dire faire des soins énergétiques avec nos capacités propres. Mais vous voyez que déjà, on a deux types de travail différents. Il y a un premier travail qui va être plus sur les problèmes psychosomatiques et les problèmes de l'âme, et le magnétisme, puisque du coup je ne l'ai pas vraiment précisé, le magnétisme il va agir sur quoi concrètement dedans de la personne. Eh bien dans les premiers degrés de développement, votre magnétisme va agir sur tout ce qui est d'ordre énergétique et physique, mais vraiment lié à la structure humaine de la personne. Ça ne va pas au début agir tant sur l'âme de la personne. Et donc je rappelle, l'âme c'est la structure énergétique intermédiaire que l'esprit va incorporer pour ensuite incorporer eh bien, un système humain. Donc au tout début, le magnétisme va vraiment agir sur la structure humaine de la personne. Et c'est déjà beaucoup en fait, parce que la majorité des maux dont on souffre, nous, quand on est incarné dans l'humanité, eh bien ce sont des maux d'origine humaine. Donc des problèmes physiques, des problèmes biologiques, mais des problèmes psychologiques humains, parce que tout n'est pas lié eh bien, au karma ou au poids de l'âme, etc., aux blessures de l'âme. Tout n'est pas lié à ça, parce que si tout était tout le temps lié à ça, finalement, on ne pourrait pas faire grand-chose, sauf les voyants, sauf les très grands mages et les très grands magnétiseurs qui, eux, à terme, sont capables de travailler sur l'âme. Mais ça veut dire que le magnétisme va déjà pouvoir agir sur donc, les maux physiques, les désagréments énergétiques, aussi apaiser l'émotionnel, apaiser le mental, aider la personne à traverser des situations difficiles, aider eh bien, la personne à renforcer son champ psychologique, aussi à renforcer son système nerveux, renforcer sa santé. On va vraiment pouvoir toucher eh bien, les deux grandes sphères de notre système humain, l'aspect psychique et l'aspect physique, et bien sûr dans la proportion eh bien, du degré du développement de votre capacité de magnétisme. On sait bien qu'on ne fait pas des miracles à tour de bras, mais quand on donne son meilleur et qu'on a pris le temps au fil des années de développer son magnétisme, on s'aperçoit qu'on fait de plus en plus de bien aux gens et de plus en plus rapidement. Donc voilà pour cette catégorie des capacités propres. Maintenant, eh bien, on va voir la deuxième catégorie qui est le fait de faire des soins énergétiques par technique de canalisation. Qu'est-ce que je vais englober dans cette section? Alors la liste n'est pas du tout exhaustive parce qu'en fait, vous l'aurez peut-être remarqué, mais chaque année, on a de nouveaux labels, de nouvelles appellations, et impossible pour moi de faire, on va dire, d'être à jour là-dessus. Je me renseigne ponctuellement
Mais donc je vais citer le Reiki, la reconnexion, le Lao-Chi, les énergies du dauphin, les énergies de la flamme violette, les énergies de archange X, Y, Z. On va pas tous les nommer parce que finalement pour chaque archange on a une énergie. Donc voilà, ça vous donne une idée de ce que je mets dans cette catégorie par canalisation. Et là, ce qui est important, et je peux pas prendre des pincettes à un moment donné, je suis obligée de dire les choses telles que je les considère, je le rappelle, grâce à une période de ma vie où mes capacités de voyance étaient beaucoup plus activées, et aussi grâce à des personnes que je connais qui ont des capacités de voyance très très abouties, j'ai pu confirmer ce que j'avais vu, à savoir que quand je faisais du Reiki, il y avait des êtres qui venaient dans la pièce, des êtres éthériques, et qui directement me magnétisaient, moi. Et en fait, à travers moi, leur énergie passait et ça allait à la personne à qui je faisais un soin Reiki. Donc moi, je me suis posé une première question, c'est quel type d'énergie me transmettaient ces êtres éthériques? Et la deuxième question que je me posais, c'était d'où viennent ces êtres éthériques? Bien, par rapport à la première question, c'est-à-dire quel type d'énergie ces êtres me communiquaient et que je transmettais ensuite à la personne à qui je faisais un soin, en fait, ça provenait directement de leur centre et de leur champ chiromagnétique à eux. Je l'ai dit tout à l'heure, en tant qu'esprit, on est tous faits pareil, on a tous la même structure de base. Après, c'est plus ou moins développé par endroits, mais on a tous la même structure de base. Et ces êtres éthériques, en fait, ne faisaient que magnétiser mon propre champ magnétique. Mon champ magnétique était chargé de leur magnétisme. Et qu'est-ce qu'ont fait ensuite mes mains? Simplement, les mains en tant que vecteur d'énergie drainaient cette énergie présente dans mon champ magnétique et étaient retransmises à la personne à qui je faisais un soin énergétique. Donc voilà comment ça fonctionnait. Après, les êtres éthériques, ils peuvent poser la main sur l'épaule, la main dans le dos, la main directement sur la main, mais en fait, ils sont en contact avec nous ou ils apposent directement la main. D'où viennent ces êtres éthériques? Sur la Terre, il n'y a pas que la dimension physique. Et juste pour faire simple, la Terre a aussi donc une dimension éthérique au sein de laquelle vivent des êtres. Et ces êtres-là, ils font leur vie et ils interagissent aussi avec nous. Ils interagissent notamment dans le cadre de ces soins énergétiques. Et c'est pareil, que ce soit le Reiki, ou que ce soit la reconnexion, que ce soit le Lao-Chi, en fait, ce sont encore des êtres éthériques qui viennent intervenir. Donc là, j'ouvre une parenthèse réflexive et importante. Parce que, vous savez, je vous encourage toujours à être autonome, plus autonome, à vous autonomiser, à dépendre de moins en moins de l'extérieur, dans le contexte des capacités énergétiques, et à vous développer vous-même. Donc la question que l'on peut se poser, c'est quelle est la pertinence de faire appel à un être éthérique qui en fait utilise ses centres et ses champs chiromagnétiques pour vous passer du magnétisme? Quelle est cette pertinence si en fait vous-même, vous pouvez directement développer votre magnétisme? Sachant que sur la majorité des gens qui s'initient au Reiki, à la reconnexion, à toutes ces pratiques, etc., on constate aisément qu'on ne se retrouve pas avec une cour des miracles, avec une quantité, une majorité de personnes qui fait des miracles à tour de bras. Ça veut donc dire que soit les êtres éthériques qui nous magnétisent ne nous donnent qu'un tout petit peu, soit qu'ils n'ont pas, eux non plus, une grande puissance de magnétisme. Et dans ces cas-là, quel est l'intérêt pour nous de dépendre de cette source extérieure si en plus cette source extérieure ne va pas nous permettre d'augmenter la puissance de nos soins et donc l'efficacité de nos soins? Et quelque chose qui est erroné, en tout cas à mon sens, dans la mouvance de toutes ces techniques de canalisation, c'est que on nous dit souvent, plus vous allez pratiquer, plus vous allez vous développer, et plus vous pourrez donner de l'énergie plus puissante et faire des soins plus puissants. Mais, et forcément c'est lié à ce que je dis, c'est dans mon raisonnement personnel, mais donc si cette énergie que l'on canalise provient de ces êtres éthériques, mais qu'à chaque fois soit ils limitent de même la jauge de ce qu'ils nous donnent,
soit eh bien, ils ne peuvent pas donner plus et c'est le maximum de leur capacité de magnétisme, bah, ça veut dire qu'on aura beau pratiquer des années et des années une technique de canalisation, eh bien, on ne fera pas des soins plus puissants, on va juste rester voilà, au même niveau qu'on a eu dès le début. Alors certes, ça veut dire qu'aussi dès le début, on fait des choses plus ou moins intéressantes, mais en fait, dans la durée, on risque de stagner. Et après, c'est là où il y a un peu cette partie de nous, c'est dans notre champ psychologique, où on espère enfin canaliser plus, attirer à nous un archange plus puissant, ou un être plus puissant, parce que ça dépend du coup de quelle technique on utilise, mais on va être dans cette espèce d'attente venant de l'extérieur, que l'extérieur nous apporte quelque chose de plus grand, de plus puissant, et je considère que de manière insidieuse, ça nous abîme sur le plan psychologique parce que ça veut dire que à aucun moment on ne considère qu'on est capable. On est capable en fait de développer ça en nous directement. Et on se retrouve à attendre que l'extérieur nous apporte quelque chose qui, en vérité, on est capable de le créer et de le développer en nous. Même si ça va nous prendre des années, on est d'accord. Ça dépend aussi de l'idéal que l'on a, de l'objectif que l'on a, mais ça va nous prendre des années quand même. Eh bien, le fait d'attendre comme ça de l'extérieur sans arrêt, ça nous affaiblit, ça nous abîme, et ça ne va pas forcément, en tout cas sur le long terme, ça ne va pas nous aider à prendre confiance en nous, à nous consolider, à nous sentir forts et stables dans ce domaine, j'entends, mais de manière insidieuse, ça va toucher aussi d'autres domaines dans notre vie relationnelle avec les autres. Alors que quand on se dit, bon, je comprends que ce sont des êtres qui me prêtent de l'énergie, du coup, qu'est-ce que je choisis de faire? C'est ça où c'est important d'avoir cet éclairage, cette clarté de compréhension sur le fonctionnement de ces différentes techniques pour bien choisir ce que l'on veut faire. On a le droit de choisir la canalisation, je veux dire, personne n'est le juge de personne. Si ça nous paraît plus facile, plus directement accessible et qu'on préfère fonctionner comme ça, eh bien on le fait. Et si dans le sillage de notre réflexion, un jour on change d'avis, on change d'avis. Ou si d'entrée de jeu on se dit, j'ai pas non plus des centaines d'années de vie, donc je préfère m'y mettre maintenant et par exemple travailler ma voyance ou travailler mon magnétisme. Et m'inscrire vraiment dans cette démarche, dans cette dynamique de développement intérieur et énergétique qui m'est propre, et j'en verrai forcément les fruits. Et les fruits seront à la hauteur aussi de nos efforts, et à condition bien sûr d'avoir les bons outils et les bonnes pratiques, parce que c'est vrai que des fois on peut pratiquer des années sans résultat, soit il faut remettre en question l'outil en général et les pratiques faites. Donc vous voyez déjà, d'un côté on peut directement développer ses capacités propres, ou on peut se dire voilà, j'utilise la canalisation. Moi ce qui m'interpelle dans la canalisation, et là j'ouvre la réflexion, donc vous me direz éventuellement ce que vous en pensez dans les commentaires si vous le souhaitez. Ce qui me pose question, c'est que si on transpose les choses, on va dire, à notre dimension humaine, imaginez que, je veuille faire des soins, mais que je ne développe pas mes capacités propres et que je veux canaliser, faire une technique de canalisation, mais je reste dans la dimension humaine. Et on va dire que du coup, je fais appel à un magnétiseur pour qu'il vienne me magnétiser et qu'ensuite je magnétise quelqu'un. On est d'accord, ça n'a aucun sens. Je veux dire, c'est une perte de temps et pour le magnétiseur, bon, pas vraiment pour nous, mais c'est une perte de temps pour le magnétiseur qui viendrait nous magnétiser pour qu'on fasse un soin. Je veux dire, autant envoyer la personne à soigner chez le magnétiseur en question, et pourquoi nous, on serait un intermédiaire. Ça n'a pas l'air très très pertinent d'un point de vue de cette échelle humaine. Un autre exemple qui n'a rien à voir avec l'énergétique, mais que je donne de temps en temps, c'est imaginer quelqu'un qui se dit boulanger. Dans l'exemple, donc, pour faire le parallèle avec magnétiseur, donc on se dit magnétiseur, mais en fait on reçoit du magnétisme d'un autre et on fait des soins de magnétisme. Là, dans mon exemple, c'est on se dit boulanger, on veut vendre soi-disant son pain, mais en fait on a embauché un autre boulanger, mais on le dit à personne. Franchement, l'autre boulanger qui fait le pain pour l'autre, qui se dit boulanger alors qu'il n'en a pas du tout les compétences, il va jamais accepter ça. Sauf si il y a une contrepartie. Et donc, dans mon autre exemple, si l'autre magnétiseur accepte de se déplacer pour procéder à ce type de soins un peu surprenants par intermédiaire,
il ne le fera pas de manière bénévole. Pour moi, il y a nécessairement une contrepartie, c'est qu'il a quelque chose à y gagner, ou en tout cas, il y a quelque chose qui fait qu'il n'est pas perdant. Donc la question c'est, ces êtres éthériques qui viennent nous dispenser leur propre magnétisme, qu'ont-ils à gagner dans cette histoire? Parce que on a l'impression, mais ça c'est dans nos illusions spirituelles je pense, on a l'impression qu'il y a des êtres de lumière, des êtres éthériques, dont la seule occupation, l'unique occupation, c'est de servir les autres. Bien, vous voyez bien que même les médecins, les infirmières, les kinés, ils se dévouent pour les autres, ils se donnent pour les autres, mais ils ont aussi une vie à côté. Ils ont une vie de famille, ils ont une vie de couple, ils ont une vie sportive, une vie associative, une vie culturelle. Ils n'ont pas que leur vie de médecin, sauf pour certains où effectivement quand on fait 80 heures par semaine, on peut dire qu'on fait quasiment que ça. Mais un médecin a une contrepartie. Elle est financière, mais elle est aussi dans les valeurs, dans ce qu'il arrive à contribuer, à donner comme aide à la société, mais il va en retirer quelque chose. Ces êtres éthériques, ils ont aussi leur propre vie. Ils ne font pas que nous donner de l'aide ou nous donner des coups de main. Donc ça veut dire qu'il y a une contrepartie. Et là, et moi c'est ce que je considère, ces êtres éthériques, en contrepartie, donc ils ne demandent pas de l'argent bien entendu, ils demandent autre chose. Et cette autre chose, c'est l'énergie vitale de celui qui canalise. Donc c'est ponctionné à faible dose, mais c'est ponctionné quand même. Et notre énergie vitale, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, comment conserver son énergie vitale ou comment garder son énergie vitale, mais cette énergie vitale, on en a absolument besoin pour que notre système humain fonctionne correctement, que ce soit sur le plan biologique, sur le plan neuronal, cérébral, psychique. C'est notre carburant, notre énergie vitale. Donc si on se fait ponctionner régulièrement de l'énergie vitale, c'est comme si on donnait trop souvent notre sang. D'ailleurs c'est pas possible, parce qu'il vérifie bien qu'on l'a bien donné dans un délai suffisant, parce que sinon on se retrouve anémié. Il y a un moment donné, dans les pratiques de soins énergétiques par canalisation, où on va se retrouver en anémie en énergie vitale. Et ça va transparaître par exemple par une sorte de fatigue psychique, ou des états dépressifs qu'on n'explique pas, des états de confusion mentale qu'on n'explique pas. Et j'ai vu dans mon entourage par le passé, quand j'étais dans ces groupes de Reiki, à l'époque où j'avais été enseignant Reiki, j'ai vu des personnes sombrer dans des dépressions profondes et elles faisaient vraiment un usage extensif et intensif de Reiki. Donc je ne peux pas savoir si c'était directement lié, mais sur tout le groupe de Reiki qu'on était, j'ai trouvé que ça faisait quand même un bon nombre de personnes, ça faisait presque 75% de ces personnes-là, qui n'avaient pas eu d'événements particuliers majeurs dans leur vie, qui expliqueraient ce soudain baisse en termes de forme psychique, et qui expliquerait, on va dire, cette mise en état dépressif, voire c'était pas loin de la folie. Donc c'était assez particulier, et j'avoue que c'est ça à l'époque déjà qui m'avait un peu interpellée. C'était des gens qui tombaient dans une sorte de morbidité spirituelle, et ça m'a pas du tout donné envie d'y aller, vous le comprendrez. Donc c'est une parenthèse où j'ouvre la réflexion. Évidemment, je ne peux pas vous certifier que ce que je dis c'est absolument vrai, mais c'est ce que j'ai vu sur moi. C'est ce que j'ai vu sur moi. Et quand aussi à mon cabinet j'ai des personnes qui me disent qu'ils font beaucoup de Reiki, qui font beaucoup d'écriture automatique et ce genre de choses, et que je vois dans le cabinet qu'elles sont hyper parasitées et qu'il y a même des entités qui se trimballent avec elles, je me dis voilà, ça a l'air d'être lié, et c'est généralement le cas. Voilà. Et quand j'explique un peu à la personne le pourquoi du comment, si ce sont des personnes qui d'entrée de jeu me parlent d'entités, je vais ouvrir le sujet, sinon je n'en parle pas, mais sinon je vais simplement leur demander s'il est éventuellement possible de réajuster leur manière de pratiquer, pendant un temps peut-être de faire une pause, etc. Que moi j'ai le temps de les soigner, de les recharger en énergie, parce que si je les soigne et que derrière elles continuent de pratiquer à fond le Reiki ou l'écriture automatique, mon travail ne va pas fonctionner tout simplement, parce que c'est donné pour que ça reparte aussitôt vers l'extérieur.
Donc je ferme cette catégorie eh bien, concernant les techniques de soins énergétiques par canalisation. Vous comprendrez bien évidemment que je ne la conseille pas. Et parce que ça nous dessert sur le plan psychologique, ça nous dessert sur le plan énergétique, et ça nous dessert au final aussi sur le plan physique. Et voilà, je n'ai pas d'autre chose à dire là-dessus. La troisième catégorie, c'est une catégorie que finalement vous connaissez déjà, c'est la catégorie eh bien, des techniques de soins énergétiques par transfusion d'énergie vitale. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien j'entends tout simplement les personnes magnétiseurs qui en fait ont ces porosités au niveau des mains qui fait que fuite une partie de leur énergie vitale. Ça arrive, c'est un peu génétique, hein. Il y a des personnes qui vont naître naturellement comme ça, ou il peut y avoir des états dépressifs profonds, de tristesse profonde, des accidents qui vont créer des sortes de porosités. C'est irréparable, hein. C'est juste que si c'est entretenu, le système de porosité, eh bien ça ne va pas se réparer tout seul. Et il y a beaucoup de magnétiseurs, il y a vraiment beaucoup de magnétiseurs qui donnent en fait leur énergie vitale. Et on se retrouve du coup à avoir une lecture vraiment tronquée entre d'un côté les magnétiseurs qui utilisent leur énergie vitale et de l'autre les magnétiseurs qui vont dispenser l'énergie rayonnée par les centres des mains. Qu'est-ce que ça va donner déjà comme différence? Eh bien, une transfusion d'énergie vitale, je vais appeler ça comme ça parce que je ne considère pas que c'est du magnétisme. Une transfusion d'énergie vitale, ça va faire que l'énergie transmise est directement assimilable par l'organisme et par la structure énergétique du corps de la personne. Et ça veut dire que ça va procurer eh bien, des soulagements quasi instantanés. Et des fois, on peut voir des fois des guérisons pour des affections, on va dire, simples à modérées. Parce que le corps de la personne qui reçoit n'aura eu aucun effort à faire, quasiment pas d'effort à faire pour eh bien, assimiler cette énergie transmise. Et comme l'énergie vitale, c'est eh bien, le carburant dont notre corps a besoin, mais aussi donc pour nos processus de guérison, nos processus de régénération. Et puis là, il y a l'intention du magnétiseur aussi, hein, du transfuseur, il y a l'intention qui va accompagner cette dynamique et qui va aider le corps de la personne eh bien, à savoir quoi en faire de cette énergie, de ce carburant. Mais de base, l'intelligence instinctive du corps sait quoi faire de l'énergie vitale. Il sait que le corps sait quand il a un dysfonctionnement quelque part et qu'il va falloir qu'il le règle, qu'il le résolve. Donc, dès qu'il y a l'apport énergétique nécessaire, le corps s'en saisit et met en route ces processus. Et c'est pour ça qu'on parle d'auto-guérison quand on fait des travaux de soins énergétiques. Parce qu'au final, c'est bien sûr le corps de la personne qui s'auto-guérit, mais bien sûr, c'est grâce à l'apport énergétique extérieur qu'il aura reçu. Donc voilà, la transfusion d'énergie vitale produit des effets, on va dire, quasi instantanés ou très 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 rapides et des fois c'est très impressionnant. L'énergie d'un magnétiseur qui utilise ses centres et ses champs chiromagnétiques, c'est un peu différent puisque c'est une énergie qui est différente de l'énergie vitale. Mais c'est une énergie que le corps va être capable de convertir en énergie vitale. Donc le corps il va avoir besoin d'un certain temps pour opérer la conversion. Et ce temps eh bien, va différer, on va dire, d'un métabolisme énergétique à un autre, et une personne donc verra des effets au bout de quelques minutes, de quelques heures, mais ça peut aller jusqu'à 2 jours pour que le corps ait fini de convertir cette énergie et de l'utiliser. Et je le vois dans mes séances, et je le dis à chaque fois aux personnes, je dis voilà, vous verrez au fil des heures, et dans les 2 prochains jours, voilà, l'énergie du magnétisme agir et travailler. Alors que chez les magnétiseurs qui donnent de l'énergie vitale, c'est quasiment instantané. Déjà, ça c'est une des choses qui nous indique, on va dire, un peu la nature de l'énergie qui est utilisée. Chez les très 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 grands magnétiseurs, ou si les personnes sont extrêmement sensibles au magnétisme, et parce que c'est aussi un facteur à prendre en compte, eh bien même le magnétisme chirodynamique, on va l'appeler comme ça, eh bien va pouvoir produire des effets très rapidement. Heureusement, sur des entorses, sur des tendinites, quelques heures après la séance, la personne a déjà une grande diminution de la douleur. Donc ça ne veut pas dire qu'à chaque fois il va falloir attendre 2 jours, il faut juste eh bien, situer les choses dans leur contexte et tenir compte des différents facteurs, et la sensibilité d'une personne au magnétisme va être un facteur important en l'occurrence. L'autre chose pour distinguer transfusion d'énergie vitale et
magnétisation, eh bien, c'est que la personne qui fait ces transfusions d'énergie vitale ne va pas pouvoir augmenter sa puissance on va dire, de pratique de soins. C'est-à-dire que tout de suite, c'est très agissant, c'est très efficace, mais par contre, en termes de puissance ou de capacité de progression, de développement, en fait, il est déjà au plafond. C'est comme si, voilà, dans une voiture, on met un certain type de carburant, bah, le diesel vous permet, en fonction, et la variable, ça va être le moteur de la voiture. On a un moteur plus ou moins puissant, mais le carburant qu'on va injecter dans la voiture, c'est toujours le même. Donc voilà, ce transfuseur d'énergie, il a un seul type de carburant qu'il transmet aux autres, et du coup, dans sa puissance, ce carburant, il a une puissance finie, il a une puissance plafonnée. Il faudrait carrément que la substance de cette énergie vitale soit changée, comme par exemple si on n'utilise pas du diesel pour faire décoller des fusées, on utilise du méthane liquide et de l'oxygène liquide par exemple, donc là on change carrément la substance et bien sûr le moteur est agencé de manière aussi à pouvoir développer plus de puissance en utilisant ce carburant. Donc il faudrait soit changer la substance de l'énergie vitale de celui qui fait la transfusion, soit il faut carrément changer aussi la puissance de notre corps biologique, de son intelligence, de ses processus. Mais tant que ces deux données-là ne changent pas, pour un même carburant dans un même système biologique, eh bien, il va y avoir un plafond naturellement qui va se faire voir, qui va s'observer, et ils soigneront toujours les mêmes choses, dans les mêmes mesures, dans les mêmes temporalités, de la même façon. Donc déjà, ça fait beaucoup de bien, hein, on est d'accord. Mais il n'y aura pas possibilité de progression dans ce qu'ils vont pouvoir soigner. L'autre chose, bien entendu, et vous le savez, c'est que faire des transfusions d'énergie vitale, il y a le risque d'anémie. Énergétiquement parlant, il y a ce risque d'anémie, et à la base, moi je suis d'origine de Nantes, et dans ma campagne, il y avait énormément de magnétiseurs. Alors, je fais une petite parenthèse avant de dire la phrase, mais il n'y a pas forcément que ce facteur-là à prendre en compte, on est d'accord, hein, mais il y avait énormément de magnétiseurs qui partaient à l'âge de 55 ans, de 60 ans, de 65 ans, alors que c'était des gens qui recevaient 50 personnes par jour, 50 personnes par jour, et du jour au lendemain, c'est terminé, cancer ou mort, voilà, terminé. Donc c'est aussi ça, hein, les magnétiseurs qui reçoivent énormément de monde à la journée. Je m'interroge, humainement pour moi c'est un exploit. C'est un exploit déjà, donc mon admiration pour ces personnes-là. Et après je comprends que ils s'anémient énormément, ils se fatiguent énormément. Donc c'est juste voilà, de faire la juste part des choses et de savoir que quand on reçoit un soin chez ces magnétiseurs-là, mais ils le savent, ils le font quand même, mais bon, on leur prend une partie de leur durée de vie, hein, je pense. Et si je veux faire du coup le pendant par rapport à l'énergie de magnétisme donc, qui provient des centres des mains, eh bien, cette énergie-là, elle a un certain degré de puissance qui est directement proportionnel au degré de développement des centres et des champs chiromagnétiques. Si on fait ce qu'il faut et si on est consistant, régulier dans notre pratique et qu'on est patient parce qu'on sait que ça va prendre des mois et des années, eh bien, on va voir qu'il y a une progression dans la puissance et dans l'efficacité de notre magnétisme sur les personnes, tout en tenant compte, bien entendu, du degré de sensibilité de la personne et du sérieux, de la gravité des pathologies traitées, parce qu'on ne peut pas tout soigner, vous le savez, mais on va opérer une progression dans le temps et on va pouvoir l'observer, on va pouvoir la constater. Donc, même si au départ, des fois, quand on commence, on est nouveau dans le magnétisme, on se dit « mince, je fais moins bien que celui qui donne de l'énergie vitale, mince, je fais moins bien que celui qui fait de la canalisation », et vous savez qu'à un moment donné, vous allez les rattraper. En canalisation, c'est plafonné. En énergie vitale, c'est plafonné. Et vous, à un moment donné, vous allez dépasser ce plafond et vous allez vous retrouver, en termes d'efficacité, vous allez vous retrouver au-dessus. Et à mon sens, c'est très intéressant, mais c'est pas pour dire qu'on est meilleur que l'autre. C'est simplement pour dire que on s'auto-renforce, on s'auto-développe, et rappelez-vous que ces capacités de magnétisme ou de voyance, elles appartiennent directement à la structure de l'être énergétique essentiel que vous êtes.
Ça veut dire que tous les efforts que vous faites pour vous développer énergétiquement au niveau de la voyance, au niveau des soleils dans les mains, du magnétisme, ce sont des efforts qui vont rester gravés, imprimés dans votre structure énergétique. Tous les efforts que vous faites du coup dans les soins énergétiques par canalisation, tous ces efforts-là, eh bien quand votre corps physique, humain va disparaître et va mourir de sa belle mort, eh bien tous ces efforts-là vont s'évanouir, comme si en fait vous n'avez jamais rien fait pour vous-même. Certes, vous aurez quand même développé d'autres qualités, des choses comme ça, mais d'un point de vue énergétique, vous n'aurez pas grandi. Pareil pour tout ce qui est transfusion d'énergie vitale. C'est quelque chose qui ne va pas rester dans votre structure énergétique essentielle. Ça va être, puisque c'est directement lié finalement au système humain qui est fait comme ça, qui a un défaut, mais un défaut dont on arrive à trouver un usage bénéfique. Donc, c'est de se dire, ok, quelle pertinence et qu'est-ce que je choisis? C'est toujours pareil, on fait nos propres choix et vous savez que c'est dans ma personnalité de vouloir impulser l'autonomisation. Moi, c'est ce qui m'aide, c'est ce qui me fait grandir, c'est ce qui fait me sentir plus stable, plus ancrée, plus sereine et de voir qu'en fait, eh bien, je peux faire de plus en plus de choses par moi-même et c'est profondément réjouissant aussi sur un plan humain et psychologique. Donc voilà pour cette troisième partie sur la catégorie des soins donnés par transfusion d'énergie vitale. Et j'en viens maintenant à la quatrième partie qui est un peu une catégorie hybride, et donc c'est le chamanisme. Pourquoi c'est une catégorie hybride? Eh bien parce que le chamanisme est à cheval du coup entre les capacités propres et l'aide extérieure. Mais je vais vous en dire un peu plus pour que vous compreniez de quoi il s'agit. La capacité propre du chaman, eh bien, c'est d'être médium. Mais la médiumnité, c'est quoi? Et ça, c'est important de le savoir et de ne plus se tromper entre voyance et médiumnité. Parce qu'en fait, ça n'a rien à voir. Même si on peut avoir les mêmes résultats en apparence vu de l'extérieur, mais intérieurement, ça n'a rien à voir. La voyance, je vous disais, ça vient du soleil frontal qui a un certain degré de développement et qui peut utiliser les ressources de votre subconscient. Dans la médiumnité, et là je dois donner du coup un peu plus de détails anatomiques énergétiquement parlant, la médiumnité c'est la capacité du médium à pouvoir contracter son cerveau magnétique. Qu'est-ce que c'est le cerveau magnétique? Eh bien c'est la contrepartie énergétique de votre cerveau physique. Et un médium arrive à se saisir, mais en fait c'est naturel, hein, c'est inné, arrive à se saisir de son cerveau énergétique, de son cerveau magnétique, et à le condenser, le compacter, à le rétracter sur lui-même. Et plus le cerveau magnétique est compacté et condensé sur lui-même, plus on bascule dans un état de conscience modifié. Et dans cet état de conscience modifié, on finit par accéder jusqu'à un certain degré, dans une certaine proportion, on finit par accéder aux capacités du subconscient. Donc on peut avoir des visions, on peut entendre des choses, on peut donc pressentir des événements, lire l'akasha, etc. Parce qu'en fait au final, on va réussir à accéder aux mêmes ressources que le voyant fait, mais pas de la même manière. Le voyant, lui, pour activer sa capacité de voyance, il se concentre. Et il va se concentrer dans son soleil frontal. Même s'il n'a pas l'impression de le faire parce que c'est tellement naturel pour lui, mais il y a vraiment cet effort de concentration. Le voyant n'active pas ses capacités sans rien faire. Alors que chez le médium, c'est un peu différent, c'est pas tant une concentration, c'est une sorte de geste intérieur comme de rentrer au centre de sa tête, donc c'est pas une concentration. Ça produit, parce qu'il y a cette plasticité, cette souplesse de son cerveau magnétique, ça produit cet effet de contraction du cerveau magnétique, et ça fait rentrer la personne dans un état de conscience plus ou moins modifié, donc on peut parler d'état de transe. Et la transe, elle est plus ou moins profonde. Et plus la transe sera profonde, plus l'état de conscience de la personne va être mis en veille. C'est-à-dire que, par exemple, un des grands médiums, c'était Edgar Cayce, et lui, il était obligé d'enregistrer ses sessions de médiumnité parce qu'il perdait complètement son état de conscience normal de veille, il le perdait complètement. Et c'était en fait son subconscient qui prenait totalement le relais et du coup il enregistrait les séances. Et c'est la même chose qu'on voit aussi chez les magnétiseurs qui mettaient les gens dans un état de somnambulisme. Sous l'effet du magnétisme,
eh bien, il plongeait les gens dans un état de transe magnétique qui aboutissait à du somnambulisme, et on voyait les gens s'auto-prescrire la médecine, s'auto-diagnostiquer leur maladie dans cet état de transe. Mais là, je ferme la parenthèse sur la transe magnétique induite par magnétisme. Et j'en reviens du coup aux chamans. Donc les chamans sont des personnes qui ont génétiquement cette prédisposition. Et ça veut dire que la médiumnité, ça ne peut pas s'apprendre. C'est soit vous avez la prédisposition génétique, soit vous ne l'avez pas. Et ça, c'est vraiment fondamental à connaître, parce que ça veut dire que on ne peut pas devenir chaman, un vrai chaman, si on n'a pas de base la prédisposition médiumnique, la vraie disposition médiumnique. Et le problème, c'est que si on s'inscrit vraiment dans la voie du chamanisme alors qu'on ne dispose pas de cette prédisposition à la médiumnité, on va glisser, sans s'en rendre compte, dans la catégorie des canalisations. Et du coup, c'est pas la même chose du tout, et ce sera pas sain pour le système énergétique de la personne. Je referme la parenthèse. Du coup, le chaman va utiliser sa capacité propre. C'est quand même une capacité propre, mais qui est inhérente à son corps humain. C'est pas lié à son âme, c'est pas lié à l'esprit qu'il est, c'est lié à son corps humain, à son cerveau magnétique humain, de pouvoir entrer dans un état de médiumnité, donc de transe. Et lorsque le chaman rentre dans cet état de transe, il attire naturellement à lui ces êtres éthériques de la nature. Donc c'est pas le même type d'êtres éthériques que dans le cas de la canalisation, c'est plus des créatures éthériques qui sont à mi-chemin entre les animaux et les humains. Et par exemple, vous avez des créatures qui ont une forme humanoïde mélangée avec des attributs d'animaux. Donc par exemple, vous avez les faunes qui ressemble à Pan, avec le bas d'un bouc et puis le haut du corps d'un homme, avec des petites cornes sur la tête. On a les centaures, on a les ondines, on a les sirènes, c'est tous ces êtres que l'on retrouve dans notre imaginaire et dans nos contes pour enfants. On va les retrouver, et ces créatures-là vivent dans le plan éthérique de la Terre. Ces êtres-là, en fait, il faut que je vous le précise, qu'est-ce qui les différencie des êtres éthériques qui, eux, travaillent, entre guillemets, avec nous dans le cadre des canalisations? C'est qu'un être éthérique, c'est en fait un esprit qui a incorporé une âme et qui s'est incarné dans le plan éthérique terrestre. Tout comme nous, on est esprit, on a revêti une âme et on s'est incarné dans le plan physique terrestre. Alors que ces créatures éthériques, ces petits êtres de la nature, ils sont pas tous petits, mais c'est mignon dit comme ça, ces petits êtres de la nature, eux, font partie de la faune naturelle du plan terrestre, mais du plan éthérique terrestre. Et c'est comme nous, on a nos animaux dans la savane, dans nos forêts, etc. Eux, ils font partie de la faune naturellement présente dans le plan éthérique terrestre. Et ces êtres-là sont attirés par les médiums parce qu'ils sentent, ils savent qu'ils peuvent en fait interagir par l'intermédiaire du médium. Et donc j'en reviens au chaman médium. Lorsque le chaman se met dans cet état de transe, il va y avoir ces animaux éthériques, ces créatures éthériques qui vont être comme appelées par cette mise en transe médiumnique, et certains, un à la fois quand même, vont pouvoir incorporer le chaman, et à travers le chaman faire opérer leurs propres capacités. Parce que ce sont des créatures qui disposent soit de capacités psychiques puissantes, soit de capacités de magnétisme puissantes. Et donc, grâce à cet état de transe médiumnique, la créature éthérique, l'être de la nature, va pouvoir incorporer le chaman et agir à travers le chaman. Au sein de ce processus, qu'est-ce qui va se passer? C'est que va y avoir une grande consommation de l'énergie vitale du chaman. Mais là, on est dans un cas de figure totalement différent de la canalisation, où on se fait ponctionner sans le savoir. On est dans un cadre différent du magnétiseur qui pense donner du magnétisme, mais donne son énergie vitale. Là, le chaman, il sait. Il fait comme un contrat avec ces êtres de la nature. Et il sait qu'il va se sentir fatigué après sa cérémonie chamanique, après ses séances de soins. Il le sait parce que déjà il le vit dans son corps et il l'a constaté, mais quand il est dans cet état-là, il a accès à tout un tas d'informations. Il peut aussi communiquer avec ces créatures, comme communiquer aussi avec la faune et la flore.
Et il sait ce genre de choses, donc il n'est pas surpris, son consentement était éclairé en fait quand il a fait ça, et les vrais chamans apprennent tout ça depuis longtemps. Donc le chaman sait tout ça, il est informé, donc il est éclairé, donc il fait les choses de son plein gré. Et certes, c'est une mission de vie, c'est même des fois un sacerdoce d'être chaman parce que c'est vraiment difficile, cette mission-là c'est vraiment difficile. Mais il le sait et il le fait de son plein gré et en toute connaissance de cause. Donc voici pour cette 4e catégorie, où c'est donc une catégorie un peu hybride, puisque le chaman a bien des capacités propres, c'est-à-dire une prédisposition à la médiumnité, mais donc une très forte prédisposition à la médiumnité. C'est même la médiumnité, on va dire, la plus complète, la plus aboutie. Et dans le même temps, eh bien, il bénéficie de cette aide extérieure qui lui vient, eh bien, de ces créatures éthériques, de ces petits êtres de la nature éthérique qui peuvent apporter de l'aide psychique, qui peuvent apporter donc une aide magnétique. Donc j'ai terminé pour cette longue vidéo. Si vous êtes toujours avec moi, eh bien c'est que vous avez apprécié la vidéo et je vous remercie dans ce cas de mettre un pouce levé, de partager la vidéo aux personnes que ça pourrait intéresser. Et si vous avez envie de me partager votre avis, votre réflexion, une expérience, eh bien n'hésitez pas à me l'écrire dans la barre des commentaires, je serai heureuse de vous lire et de vous répondre. En attendant la prochaine vidéo, eh bien, je vous souhaite une bonne réflexion sur ce long sujet et je vous dis à très bientôt.